vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. La grippe aviaire ne touche pas seulement les oiseaux. Le sous-type H5N1 peut infecter l'humain et inquiète les experts en santé publique. Nous en avions parlé ici, notre santé dépend aussi de la santé des animaux et de leurs écosystèmes. C'est l'approche Une seule santé, One Health. Car la transmission de virus profite de la déforestation, de la dégradation de l'environnement et même des changements climatiques. Notre santé est liée à celle des autres et nous sommes liés à quelques heures d'avion à la plupart des pandémies, comme nous avons pu le voir avec la COVID-19. C'est pourquoi nous devons étendre notre vision à une santé plus globale, avec des approches écosystémiques de la santé. Ce sont des approches qui prennent en compte les inégalités sociales et la viabilité des écosystèmes dans une démarche qu'on appelle écosanté. Devrions-nous regarder la santé autrement avec un regard plus large et global? Nous en parlons tout de suite, ne bougez pas. Je vote pour la science. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la démarche éco-santé et donc aux approches écosystémiques de la santé. J'en parle avec deux spécialistes. Je suis en compagnie de Jenna Webb, directrice des programmes de COPE Canada, une communauté de pratique canadienne en approche écosystémique de la santé. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Joanne Saint-Charles, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM, co-responsable fondatrice communauté de pratique canadienne en approche écosystémique de la santé et représentante du Centre interdisciplinaire de recherche sur la santé, la société et l'environnement, le Symbiose. Bonjour. Bonjour. Donc, depuis la pandémie, nous avons appris l'importance de la surveillance des zoonoses et des autres maladies virales avec un regard qui englobe, en plus de la santé humaine, la santé des écosystèmes, celle des animaux. C'est l'approche Une seule santé, One Health, dont nous avons déjà parlé à cette antenne. Nous avons moins discuté des approches écosystémiques de la santé, encourageant les praticiens à penser plus globalement, mais à s'ancrer localement. Une démarche que l'on nomme aussi éco-santé. Donc, c'est une vision plus large explorée depuis quelques années au Québec par le milieu de la recherche. Pour commencer, Madame Webb, je vais commencer avec vous. C'est quoi l'éco-santé ou ces approches écosystèmes de la santé? Oui, bien, vous avez bien expliqué. Bien, c'est une façon de voir notre santé comme imbriquée dans plusieurs systèmes. Notre santé est influencée par nos communautés, nos écosystèmes et même la santé de la planète. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de ces approches-là? Oui, par exemple, si on prend l'asthme qui est de plus en plus problématique pour les enfants et les jeunes, est impacté par la qualité de l'air, oui. Aussi par les îlots de chaleur, par même qu'est-ce qui se passe plus loin de nous, comme les feux de forêt, qui sont un résultat, un impact des changements climatiques. Donc, si on regarde l'asthme d'une perspective des approches écosystémiques de la santé, on ne va pas prendre simplement comme une maladie à laquelle qu'on va donner des médicaments, mais on va regarder cet enfant dans ses systèmes, dans ses communautés, à l'école. On va regarder la qualité de l'air autour de cet enfant. De l'école et de la maison, par exemple, c'est ça? Oui, dans les bâtisses, mais aussi à l'extérieur. On va regarder si cet enfant a accès à des espaces verts pour réduire la chaleur et améliorer la qualité de l'air. On va aussi regarder le système économique et politique, quels règlements sont en place pour protéger la santé de cet enfant, pour réglementer des niveaux de polluants dans l'air. Par exemple, à Québec, il y a quelques années, les niveaux de permissibles pour le nickel étaient augmentés. Oui. C'est une des causes de l'asthme.
OK. Et comment ça s'inscrit peut-être dans l'approche Une seule santé, ces approches-là, ces approches écosystémiques? Oui, bien, en fait, je dirais que c'est un petit peu l'inverse. Ah, OK. Les approches écosystémiques de la santé, c'est une parapluie qui inclut plusieurs approches. C'est pour ça qu'on parle des approches écosystémiques, c'est au pluriel. Oui. Et donc, à l'intérieur, on aimerait avoir une diversité d'approches, de visions, de points de vue, de perspectives, et Une seule santé en est une. C'est une des approches qui met un petit peu plus l'emphase sur l'interaction entre la santé humaine, la santé des animaux et des écosystèmes. Entendu. Professeur Saint-Charles, pourquoi l'approche Une seule santé est devenue si centrale ces dernières années? C'est sûr que vous allez peut-être me parler de la pandémie. Je pourrais peut-être vous parler de la pandémie. Je vais reculer un petit peu, si vous me permettez. En fait, comme Génal mentionnait, il existe plusieurs approches écosystémiques de la santé qui sont particulièrement en Occident, notamment particulièrement développées depuis les années 1990, avec la prise de conscience qu'on ne pouvait pas séparer santé, société, environnement. Mm-hmm. Et aussi que il fallait travailler en collaboration avec plusieurs personnes, milieux, pour comprendre les problématiques. Un peu l'exemple que Jenna vous a donné aussi. Une seule santé, parmi les approches, a d'abord été poussée par des gens en médecine humaine et en médecine vétérinaire qui mettaient beaucoup l'accent sur la relation entre la santé humaine et la santé animale, et notamment sur l'étude des zoonoses. Oui. Et aussi, un peu après, une grande thématique, ça a été la résistance aux antimicrobiens. On pourra y revenir peut-être plus tard. Mais évidemment, j'apprends rien à personne en disant que la COVID-19 est une zoonose. Alors, cette approche qui avait déjà une grande expertise et qui, depuis c'est à peu près, on peut mettre autour de 2004, l'émergence vraiment de l'approche sous le nom Une seule santé. Oui. Parce que ces idées-là, évidemment, sont anciennes aussi. Il y a avant l'ère industrielle, on avait une plus grande tendance à voir le monde comme intégré qu'on l'a eu ensuite. Oui. On était moins en silo, c'est ça, hein? On était moins en silo, oui. Mais je dirais que ça, c'est un élément qui a joué beaucoup dans la popularité de l'approche Une seule santé, parce que ça faisait déjà quelques années que les chercheurs et les chercheurs de ce domaine-là, et aussi les praticiennes nous disaient, attention, il y a des zoonoses émergentes, et il y a des zoonoses émergentes parce qu'on ne fait pas attention à notre environnement. Mais le message ne passait pas. Avec la COVID, le message est passé un petit peu plus fort. Oui, tout à fait. Si vous dites qu'une seule santé, c'est une des approches écosystémiques, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme approche écosystémique? Dans les approches dont on parle le plus souvent, il y a l'approche éco-santé qui est un peu la pionnière, une des premières qui a émergé. Il y a l'approche santé planétaire qui est plus récente. C'est le bébé de la famille, si on veut. Mais on a connu aussi des approches géosanté. En fait, tout ce qui les approches de santé globale, intégrative, rejoignent un peu ces éléments-là, mais quand on regarde un petit peu dans la documentation scientifique, par exemple, celle qu'on va retrouver le plus souvent, c'est éco-santé, Une seule santé et santé planétaire. Entendu. Madame Webb, comment est-ce que les approches écosystémiques de la santé changent le regard sur la maladie? Oui, bien, je dirais que ça met en perspective l'importance de la prévention. Donc, actuellement, notre système de santé est axé sur les symptômes, les maladies et le traitement des maladies. Donc, on attend qu'un individu soit malade et on a notre système qui est battu pour livrer des traitements. Oui, trouver des solutions finalement. Oui. Mais si on était plus dans une perspective d'approche écosystémique de la santé, on mettrait beaucoup plus d'investissement, de temps, d'énergie et de budget dans la prévention. Donc, si je prends, par exemple, l'asthme, le même exemple que j'ai donné avant, on mettrait notre énergie dans la construction de systèmes qui peut aider cet enfant-là à
s'épanouir. Donc, des espaces verts, des logements salubres, des villes avec une qualité d'air qui est réglementée, une ville sans trop de pollution par des automobiles et des camions. Et aussi une emphase sur la réduction des changements climatiques parce que les feux de forêt ont un impact même sur la qualité d'air dans nos villes du Sud. Oui, on travaillerait en amont finalement. Oui. Professeur Saint-Charles, c'est quoi les grands obstacles à l'approche d'une seule santé? Pourquoi il y a des défis? Pourquoi il y a des défis? Peut-être je me permettrais, avant de répondre à votre question, d'ajouter que l'approche d'une seule santé a quand même aussi été renforcée, en lien avec votre précédente question, par l'adoption d'un plan d'action Une seule santé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la santé animale, qui a contribué aussi à faire connaître l'approche du plan d'action. Et pour revenir aux obstacles, Jenna a déjà donné un bon exemple. On changerait les lois, on fait de la prévention. Mais il y a le système dans lequel on vit. On peut pas, on peut pas se permettre de ne pas en parler. On est beaucoup orienté vers une croissance incessante, comme si la planète était infinie. Je pense pas que je suis la première personne à vous dire ça. Non, on a eu la semaine dernière un spécialiste, le professeur Abraham, de la décroissance. Donc voilà. Mais c'est un obstacle à ce genre d'approche-là, puisque elle demande des décisions politiques qui sont pas nécessairement populaires parfois, ou qui sont pas orientées vers ce modèle de la croissance. L'imaginaire qu'on a sur le monde dans lequel on vit et qu'on aurait besoin de changer, mais pour l'instant, c'est un peu un obstacle. Vous avez nommé tout à l'heure aussi la recherche en silo. Au point de vue de la recherche, on est plusieurs, bien sûr, à travailler. Vous avez entendu, moi, je suis en sciences sociales et je travaille sur des enjeux de santé et d'environnement. Donc, on est plusieurs, dans plusieurs disciplines, à travailler ensemble. Mais nos institutions sont encore très organisées en silo. Et ça n'aide pas, ces approches-là. Les universités aussi, souvent, les départements. Donc, les départements ont des noms. Et ont des noms de disciplines. Oui. Et les liens entre sont parfois difficiles à faire. Même au plan individuel, on manque souvent de levier pour changer les choses qui sont dans notre vie. Et changer des habitudes, ce n'est pas facile. C'est pas confortable. C'est pas confortable. On sait pas toujours comment faire. Et c'est vrai au plan individuel, mais c'est vrai au plan collectif. Les décisions politiques ne sont pas prises sur la base des données probantes souvent. Elles sont prises sur une certaine compréhension de ce que le monde devrait être. Alors, je dirais que ça fait partie de l'ensemble des obstacles qu'on peut rencontrer à cette approche-là et le défi de transformer. Madame Webb, quels impacts des changements climatiques observez-vous déjà sur la santé des Québécois? Les changements climatiques sont là. C'est quoi les impacts qu'ils ont sur nous et pour justement pouvoir trouver des solutions et combattre ces défis-là dont on parlait? Oui, mais les changements climatiques, effectivement, sont là déjà. Je pense que tout le monde a probablement observé les impacts, même si c'est pas tout le monde qui fait le lien avec les changements climatiques et des systèmes plus planétaires. Il y a les feux de forêt, dont j'ai déjà mentionné, qui ont des impacts surtout localement sur les communautés proches et plus souvent les Premières Nations. Donc, il y a des évacuations, il y a la qualité de l'air, il y a la perte de territoire pour la chasse et pour se ressourcer culturellement. Il y a aussi les inquiétudes, l'anxiété et donc la santé mentale.
et la qualité de l'air dans le sud aussi est impactée. Il y a les inondations parce que les changements climatiques sont en train d'entamer toute une série de changements sur nos patrons de météo qui devient plus instable. Donc, il y a des tempêtes, il y a des montées de l'eau et des inondations qui ont des impacts sur nos maisons, sur les récoltes et donc les revenus pour les agricultures. Encore une fois, les inquiétudes puis l'anxiété, une certaine traumatisme aussi d'avoir déjà vécu ça. Il y a des zoonoses ici au Québec aussi. Il y a la maladie de Lyme qui jadis était juste au sud, aux États-Unis, parce que la maladie de Lyme est transmise par une tique et cette tique ne supportait pas les hivers du Québec, mais avec les hivers de plus en plus doux, ce tic-là commence à pouvoir survivre nos hivers dans le sud. Donc ça, c'en est juste 3 exemples de comment qu'on peut voir les impacts des changements climatiques. Et donc, et j'aimerais dire, c'est important de dire aussi que les personnes ne sont pas impactées toutes de la même façon. Non. Il y a des personnes en situation de vulnérabilité qui amènent à des injustices environnementales. Il y a des populations rurales qui ont moins accès à des ressources ou aux soins de santé. Il y a des Premières Nations qui sont plus impactées par les feux de forêt, comme j'ai mentionné. Donc, il faut tenir en compte que ces impacts là sont réels et sont de nos jours, mais qui ne sont pas distribués équitablement, finalement. Oui. Professeur Saint-Charles, justement, les communautés autochtones sont souvent en première ligne des bouleversements environnementaux. Est-ce qu'elles sont assez incluses dans les démarches dont on parlait, justement? Je ne sais pas si je pourrais répondre assez incluse, mais je peux répondre incluse. Oui. À double titre, il y a évidemment beaucoup de travaux de recherche ou d'intervention qui se font en collaboration avec les communautés autochtones. Et vous savez qu'au Québec et au Canada, en fait, de manière générale, les communautés autochtones ont développé des principes de la recherche auprès des communautés autochtones qui assurent qu'elles soient impliquées dans les démarches et que le travail qui se fait soit pertinent pour eux. Mais aussi, et ça c'est assez important, il y a beaucoup de chercheurs, Il y en a beaucoup autour de vous, c'est ça? Il y en a beaucoup autour de moi, des chercheuses et des chercheurs autochtones qui contribuent au développement des approches, notamment parce que beaucoup des perspectives autochtones, évidemment, là, c'est très vaste quand on dit perspective autochtone. Là, il y a beaucoup de communautés. Ne serait-ce qu'ici, au Québec, même au Canada, mais en Amérique, dans l'île de la Tortue, déjà, il y a plusieurs communautés. Mais disons que très souvent, les perspectives autochtones, c'est très cohérent avec les perspectives des approches écosystémiques de la santé et d'une seule santé. Parce que ça fait partie de la manière de concevoir le monde. Donc, le regard des personnes autochtones sur des situations, c'est particulièrement intéressant. Oui. Et ça nourrit. Donc, je dirais la réponse est oui, en termes, elles sont incluses. Est-ce suffisant? Je laisserai mes collègues autochtones vous répondre à ça. Ah oui, d'accord. La santé planétaire est devenue donc un cadre d'analyse, d'interaction entre la santé et les écosystèmes. Comment on rejoint les populations lointaines avec nos préoccupations en matière de santé, Madame Webb? Mais je dirais que c'est en travaillant en partenariat qu'on fait ça. Donc, chaque population a leur propre point de vue et perspective sur la situation et les enjeux environnementaux. Et donc, un petit peu pour rejoindre la réponse de Joanne, il faut travailler en partenariat avec toutes ces populations-là. Le Symbiose, le centre de recherche à l'UQAM, a mis au point des façons de travailler en partenariat avec diverses populations. Nous aussi, à la communauté de pratique en approche écosystémique de la santé, on donne une formation hybride sur ces approches-là chaque année et on travaille en collaboration avec différentes universités à travers le Canada, dont certaines sont dans des régions plus lointaines, comme à Prince George, en Colombie-Britannique. Et on travaille notamment avec
une universitaire, Wet'suwet'en, une aînée de sa communauté, pour monter cette formation-là. Donc, je dirais que c'est en partenariat qu'il faut regarder ces enjeux environnementaux. Professeur Saint-Charles, est-ce que ces approches peuvent aussi s'appliquer à la santé et à la sécurité au travail? Oui, certainement, sans aucun doute. En fait, on vient de vous parler un peu du symbiose. Ça fait bientôt 40 ans que ce centre travaille en santé environnementale et santé au travail avec des approches écosystémiques de la santé. Alors, c'est très pertinent pour la santé au travail. C'est sûr que le regard est un peu différent. Oui. Bien sûr. Mais on a même fait des vidéos avec des études de cas qu'on peut trouver d'ailleurs sur le site de Copé Canada, un petit peu de publicité ici, sur la santé au travail. Donc, sur l'application des approches écosystémiques de la santé à la santé au travail. Et c'est particulièrement vrai en cette ère de bouleversements environnementaux où on crée, par exemple, des emplois verts, mais qui peuvent créer de nouvelles pénibilité au travail ou qui affectent les emplois de recyclage, par exemple, parce que tous les produits qu'on recycle, quelqu'un doit les traiter. Il n'y a pas nécessairement des conditions de travail extraordinaires. Donc, il faut réfléchir les approches écosystémiques de la santé, pas juste chouette alors on recycle, mais qui en paie le prix de notre recyclage. Donc, il faut penser le recyclage avec des conditions de travail décentes aussi. On a parlé de l'augmentation de la chaleur, bon, puis des feux de forêt, il y a des gens qui les éteignent. Les feux de forêt, c'est des conditions de travail difficiles. Quand il fait très chaud, il y a des métiers qui sont beaucoup plus affectés que d'autres et qui deviennent presque impossibles à faire. Il y a aussi des nouvelles expositions chimiques et biologiques. Donc, la même réflexion qu'on peut utiliser avec les approches écosystémiques de la santé, on peut tout à fait considérer la santé au travail. Et c'est même extrêmement important parce que des fois, on oppose, et je pense que il n'y a qu'à regarder les débats actuels auprès de certaines usines, par exemple, qui font des menaces de fermer si on les oblige à respecter les lois environnementales. On voit qu'on met souvent en opposition l'accès au travail, et le bien-être des populations et de l'environnement. Alors, ça devient très important de travailler en tenant compte de ces aspects-là. Entendu. Madame Webb, je sais que vous travaillez justement avec des collégiens, avec des jeunes, justement, pour leur apprendre en santé au travail. Expliquez-nous un peu ce projet-là. Oui, on a un projet de prévention précoce des cancers. On travaille avec les étudiants étudiantes à l'école secondaire dans les écoles publiques du Québec pour améliorer leurs conditions de travail. C'est des élèves qui sont dans des programmes d'alternance études-stage. Et donc, on vise à améliorer leurs conditions de travail en travaillant avec le gouvernement, les employeurs, les enseignants et enseignantes de ce programme-là et les élèves aussi. Pour les sensibiliser finalement aux contaminants et tout ça, pour qu'ils tiennent compte de leur santé finalement dans leur futur métier, c'est ça? Oui. Entendu. Je vais rester avec vous, on va passer en mode solution. Comment les citoyens peuvent-ils concrètement participer à la promotion de la santé planétaire ou éco-santé dans leur quotidien, Madame Webb? Oui, mais je reprendrai ce que Joanne a dit tantôt, que les citoyens et citoyennes n'ont pas toujours tous les leviers pour pouvoir passer à l'action. Les grands obstacles auxquels on fait face sont souvent systémiques. C'est nos systèmes politiques, économiques, sociaux. C'est une emphase sur la croissance incessante qui enfreint les limites planétaires. Donc, ça rend ça plus difficile. Je dirais que les citoyens et citoyennes peuvent continuer et commencer à parler plus de ces obstacles-là et de s'entourer de personnes qui ont à cœur la santé et le bien-être de tous les vivants, de travailler en collectivité. De s'informer aussi, j'imagine. De s'informer, c'est inspirant de travailler en collectivité. Et un des grands obstacles, c'est notre imaginaire, comme Joanne a mentionné. Donc, je dirais qu'on
on a le droit de rêver à ce qu'on aimerait voir comme société. Et si on se permet de rêver à un autre système qui prend vraiment soin des autres, on peut y arriver. Entendu, c'est optimiste. Professeur Saint-Charles, comment les chercheurs et chercheuses peuvent participer justement à cette vision transdisciplinaire et la transmettre auprès des praticiens, de ceux qui sont sur le terrain de la santé, finalement? Je vous dirais que Jenna a déjà donné une première réponse en parlant de partenariat. Oui. Et je dirais que ça se fait déjà beaucoup. Ça fait partie un peu des principes des approches écosystémiques de la santé, de travailler, dans notre langage, on appelle ça en transdisciplinarité, c'est-à-dire avec des personnes expertes de différentes disciplines universitaires, scientifiques, mais aussi avec des personnes expertes dans les milieux de pratique. Donc, en général, on fait ça. Dans Copé Canada, il y a des personnes des milieux de pratique qui sont impliquées dans nos projets. Au Symbiose, il y en a toujours aussi. Il y a une plateforme qui s'appelle Canopy qui fait de la formation sur une seule santé et les zoonoses, qui comprend plusieurs partenaires qui font partie de la plateforme, donc qui contribuent à la formation des étudiants et étudiantes qui est offerte par cette plateforme-là. On a, par exemple, le prix CRISA, qui est un réseau de prévention des crises en santé, qui a développé une charte de partenariat et qui donc travaille là-dessus. On a un réseau sur les communautés rurales et éloignées en santé qui est aussi fortement impliqué avec des partenaires. Donc, toute l'idée, c'est que les personnes praticiennes, moi, je dirais, l'idée principale, c'est qu'on fait pas de la science dans nos labos cachés, puis après, on débarque en disant aux gens comment faire. D'accord, c'est d'écouter le monde parce que tout le monde peut avoir un savoir, finalement. Oui. Parce que oui, bien sûr, les sciences ont des choses importantes à apporter, sinon j'aurais pas fait une formation universitaire pour développer ça. Mais les milieux de pratique aussi, les communautés aussi, les experts et expertes dans leur domaine aussi. Donc, l'idée, c'est de savoir que une bonne science se pratique en écoutant assez aussi pour pouvoir changer si ce qu'on découvre des professionnels ou des communautés amène une réflexion différente sur notre science. Donc, c'est pas juste écouter pour que les personnes aient l'impression d'être entendues, mais c'est aussi écouter puis accepter de changer éventuellement. Oui, puis c'est pas vertical non plus, du haut vers le bas, ça peut être dans tous les sens aussi. Merci beaucoup. On était en compagnie de Joanne Saint-Charles, professeure au département de communication sociale et publique de l'UQAM, co-responsable, fondatrice communauté de pratique canadienne en approche écosystémique de la santé et représentante du Symbiose, et de Jenna Webb, directrice des programmes de Copé Canada, la communauté de pratique canadienne en approche écosystémique de la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, merci de l'invitation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robert-Cher, à la réalisation le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne. Jin Jiahua est un chercheur typique